Voilà. Eh bien, écoutez, je vous propose d'ouvrir la séance de ce conseil municipal du 7 juin. Conformément aux petites habitudes, j'ai besoin qu'un secrétaire de séance puisse se désigner, s'il vous plaît. Sandrine Moutin. Merci Sandrine. Alors tout d'abord, nous allons approuver le procès-verbal du conseil municipal du 29 mars 2021. Tout le monde l'a bien reçu? Oui, très bien. Est-ce que vous avez des remarques, des choses que vous souhaiteriez compléter, modifier? Non, pas de retour. Bon, bah, très bien. Donc, nous allons voter ce procès-verbal. Qui est contre? Qui s'abstient? Le procès-verbal est donc approuvé. Je vous remercie. Alors, nous avons un conseil municipal, eh bien, j'ai envie de dire presque un peu comme d'habitude, avec beaucoup de délibérations qui vont être techniques. L'ordre du jour, tout d'abord, vous expliquez la vente d'un appartement communal au 483 avenue Saint-Jean. C'est Nathalie qui nous le présentera. Nous avons ensuite 4 décisions modificatives qui seront présentées par Gérard sur les finances et l'attribution de subventions à l'association, 3 décisions modificatives et 1 attribution de subvention. Ensuite, nous parlerons au niveau vie politique de la création du comité des sages. Et pour terminer, nous devrons tirer au sort les jurés d'assises pour l'année 2022 à partir de la liste électorale. Je vous le rappelle que nous devons tirer au sort les jurés d'assises tous les ans. Et j'aurai une information d'une décision administrative seulement. Alors, pour commencer à nous parler question domaine et patrimoine, je vais passer la parole à Nathalie Goua, rapporteure, sur la vente de l'appartement Saint-Jean. Je t'écoute, Nathalie. Bonsoir à tous. Donc, il s'agit d'un appartement communal et sa cave situé au 483 avenue Saint-Jean. Le bien communal est composé d'un appartement de type T4 de 70,45 m² loi Carrez et d'une cave portant respectivement les numéros de lot 23 et 12, dans un ensemble immobilier situé au 483 avenue Saint-Jean, lui-même formé des parcelles cadastrées AM 41, 42, 43 et 44. Les 10 biens dépendent du domaine privé communal. La volonté de la commune de Noyaret est de vendre ce bien communal. Donc cette décision est motivée par le fait, d'une part, que la commune n'a pas vocation à être bailleur social et que s'il faut héberger en urgence une personne ou une famille, elle aura recours à une réservation dans un hôtel via le CCAS. Et d'autre part, comme indiqué dans notre état des lieux, la vente de ce bien va participer à compenser les différences entre le prix d'achat et la valeur de revente de certains biens EPFL. La décision administrative, considérant la décision administrative 2021-008 en date du 23 avril, mandatant la société IAD France, représentée par Céline Baudier, agent commercial mandataire en immobilier, pour la mise en vente du bien communal précité, considérant l'avis numéro 2021 38 281 22 180 émis par France Domaine en date du 8 avril 2021, estimant la valeur vénale du bien communal précité à 110 000 € environ, considérant la proposition d'acquisition au prix de 115 000 €, dont 6 000 d'honoraires, charges vendeurs, soit un prix net vendeur de 109 000 €, propose la cession du bien communal composé d'un appartement de type T4 et d'une cave, et d'habiliter Madame le maire à signer tout document relatif à cette vente, et notamment l'acte notarié, à passer par devant l'étude notariale Acti Memori, notaire associé de Fontaine. Merci Nathalie. Y a-t-il des souhaits d'intervention sur ce rapport? Sur cette décision? Oui. Oui, bonsoir. J'ai une grosse voix, mais à ce point-là.
C'est bon, Fabrice? Je vous laisserai essayer. Merci. Bonsoir. Juste une remarque. Cet appartement est payé, bien sûr. Il n'est pas à l'EPFL, il n'est pas sous crédit, il est payé. Celui-ci appartenait à la commune. D'accord. Donc, je ne comprends pas la démarche. J'en voulais une explication. C'est un bien communal qui rapporte de l'argent puisqu'il est loué tous les mois. Qu'on vende un bien alors que les autres biens sont en déficit, pas celui-ci, et on vend ce bien quand même. Il faudrait m'expliquer. Comptablement, je ne comprends pas la notion là. Il faudrait m'expliquer. Bien sûr, je vous remercie d'avoir posé la question. Alors, un certain nombre de biens avaient été, à un moment donné, ce que j'en ai compris, achetés ou portés par le PFL, notamment à l'immeuble Saint-Jean. Il y avait 3 appartements dans une volonté de proposer du logement social aux habitants de la commune. Actuellement, en logement social sur Noyaret, vous avez donc 7 appartements. Et quand je dis logement social, c'est que le loyer était très intéressant et permettait donc à la personne qui l'habitait de profiter d'un loyer qui était autour de 300 et quelques euros. Donc effectivement, il ramenait un peu d'argent à la commune. Je vous laisse faire le calcul, 300 x 12. Il y a 2 autres logements qui sont aussi occupés actuellement par des personnes qui ont besoin de pouvoir profiter de logements intéressants. Ces logements-là sont au-dessus de l'ancienne école Saint-Jean, donc avec des loyers très bas aussi. Et puis, il y a la cure, où une famille loue la cure à des logements dans un loyer aussi assez bas. Il y avait aussi un appartement au-dessus de l'école. Le loyer était aussi, on est tout dans des gammes de prix autour de 300 euros par mois. Le choix de vendre ce logement porte sur plusieurs aspects. Une politique sociale globale qui est qu'effectivement, proposer un appartement avec un loyer assez bas à un habitant de Noyaret, c'est un coup de pouce. Sauf que pour accompagner quelqu'un sur le plan social, il est primordial de l'accompagner. Et donc de mettre en place les dispositifs en face pour que la personne ne reste pas dans un logement à bas loyer et qu'il y ait un turnover important. On a pu se rendre compte que dans tous les logements que j'ai cités, il n'y avait quasiment aucun turnover. C'est-à-dire qu'il y a même des gens qui sont là depuis des décennies. Donc, considérant l'aspect d'une volonté d'une politique sociale active, et non pas d'être dans de l'assistanat ou dans quelque chose qui n'avance pas et ne fait pas avancer les gens, nous avons effectivement, comme l'a rappelé Nathalie, préféré laisser cette compétence aux bailleurs sociaux, aux services sociaux, comme le SLS par exemple, pour travailler en profondeur avec les personnes. Et on ne souhaite pas qu'une petite commune comme Noyaret ait une volonté de bailleur social. Donc c'est effectivement un choix de ne pas être dans cette voie-là, de ne pas perdurer dans cette voie-là. Puisque vous l'aurez compris, que les rentrées d'argent ne peuvent pas, on ne peut pas dire qu'on est sur une rentrée d'argent avec les loyers que touche la mairie, puisqu'on est autour de 2 000 euros par mois, avec tous les loyers de tous les logements. Ça, c'est un premier point. Le deuxième, qui est assez pragmatique finalement, c'est que nous avons donc rencontré le PFL. Alors, oui, on en parle à tous les conseils, malheureusement, puisque ça nous anime énormément. Et le PFL a la volonté que nous puissions, il demande à toutes les communes de libérer le foncier qui n'a pas d'utilité. À l'EPFL, il y a 2 appartements
qui sont à l'immeuble Saint-Jean et qui sont vides depuis longtemps, puisqu'ils appartenaient à l'EPFL, et que l'EPFL, dans sa gestion, à cette époque-là, n'a pas mis de personnes dans ces logements. Il va y avoir une perte financière sur la vente de ces 2 appartements qui va s'élever à peu près autour de 50 000 €. Donc en vendant ce logement 109 000 €, il y a déjà 50 000 € qui vont permettre d'équilibrer la perte de ces 2 appartements. Voilà un peu globalement ma réponse. Ça vous convient, M. Carbonari, comme réponse? Vous voulez que je précise un peu plus certains points? Non, ça me va. La réponse me convient pas, mais je l'entends, je l'écoute. Où je ne suis pas d'accord, c'est sur le fait de vendre un bien qui ne perd pas d'argent, uniquement. Comptablement, c'est pas géré en bon père de famille. On rembourse pas un prêt en vendant un bien. On rembourse pas quelque chose en vendant un bien. On vend pas les bijoux de famille, c'est pas possible. On peut faire un prêt pour ça, mais on vend pas un appartement qui est rentable. Quelque chose qui va pas. Comptablement, je parle. Hein. Je parle pas de la politique sociale. Là, je vous l'accorde, à la rigueur, c'est un choix que vous avez, pourquoi pas. Mais comptablement, c'est pas logique. C'est pas logique. Donc effectivement, ce sont des visions politiques qui s'opposent. Il y a l'aspect social et l'aspect comptable qui, comme je le rappelais, ne ramènent pas d'argent du tout à la commune. Et quand vous dites on vend les bijoux de famille, oui, on vend les bijoux de famille. Ça, c'est vrai. Pas d'autres interventions ou précisions? Donc je vais mettre ce vote au rapport, non, ce rapport au vote, dans le bon sens. Qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? Une abstention. Et qui vote contre? Deux contre, pardon. Donc, après en avoir délibéré, le conseil municipal décide et autorise la cession de ce bien. Et il sera donc procédé au paiement de la commission du IAD France. Et je suis donc habilitée maintenant, ou moi, ou Nathalie Goy, à signer tout document relatif à cette vente, et notamment l'acte notarié. Nous allons maintenant passer à la partie des finances locales, où je vais laisser la parole à Gérard. Sur la décision modificative numéro 1, Gérard, que tu peux nous expliquer. À la limite, si tu veux, on fait 2, 3, 4. Hein. Décision modificative numéro 1, budget communal, virement de crédit, ouverture de crédit. Non, mais je veux dire, oui, on les vote à chaque fois. Oui, oui, très bien. Nous avons voté le budget primitif au mois de mars. Donc, depuis le mois de mars, les coûts des différentes études et diagnostics liés au projet de travaux se précisent. Je veux parler notamment du diagnostic de l'église et de la mission de maîtrise d'œuvre pour sa restauration, de l'étude des sols et de l'étude parasitaire de l'église, de l'étude de sol du cimetière et de l'étude acoustique pour la salle Polisson où nous sommes actuellement. Il s'agit donc de tenir compte de l'évolution de ces coûts d'études et de diagnostic et de proposer des transferts de crédits permettant d'abonder le compte frais d'études. Concrètement, le compte frais d'études sera doté de 41 500 € supplémentaires, portant le crédit annuel de 67 190,40 € à 108 690,40 €. Cette somme est prélevée sur le compte immobilisation en cours, c'est-à-dire sur le coût des travaux eux-mêmes.
sachant que le coût des travaux eux-mêmes sera probablement abondé prochainement, puisqu'en effet, il dépend précisément du coût, il dépend précisément, non pas du coût, mais des résultats des études et diagnostics en cours. C'est la décision modificative numéro 1, sachant que derrière, il y en aura une deuxième, puis une troisième. Très bien. Y a-t-il des souhaits d'intervention? Non. Donc je mets au vote cette délibération. Qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? 3 abstentions. Qui est contre? Personne. Je vous remercie. Le conseil municipal donne donc son accord pour les virements de crédit indiqués ci-dessus. Deuxième décision modificative ira. Alors pour le coup, celle-ci est essentiellement technique. Le tableau des amortissements a dû être mis à jour en fonction à son inscription de certains équipements et matériels qui n'étaient pas inscrits alors qu'ils devaient y être. Donc en conséquence, le compte dotation aux amortissements est crédité de 5 000 € supplémentaires. Contrepartie de ces 5 000 € supplémentaires, une réduction de l'excédent prévisionnel disponible qui passe donc de 278 255 € moins 5 000 €, qui passe donc à 273 255 €. Alors j'ajoute qu'il s'agit d'une opération complètement transparente sur le budget, puisque, en effet, pour la section d'investissement, le résultat sera neutre. La compensation de la diminution plutôt du virement à la section d'investissement étant compensée par une recette liée au mandatement des amortissements. Merci. Y a-t-il des souhaits, de remarques, de questions? Non, donc je vais mettre ces délibérations au vote. Qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? 3 abstentions et qui est contre? 0. Le conseil municipal donne son accord pour les ouvertures de crédit indiquées ci-dessus. Décision modificative suivante. Cabinet médical. Voilà. C'est exactement la même démarche que pour la délibération qu'on a vue en premier tout à l'heure. Les travaux envisagés pour le cabinet médical ont nécessité des frais d'études à hauteur de 540 €. Donc ces 540 € sont prélevés sur le compte dotation et immobilisation corporelle, c'est-à-dire sur le compte où on a prévu les dépenses de travaux. Alors, il reste sur le compte des travaux pour le cabinet médical 40 464,99 € qui seront suffisants pour réaliser les travaux prévus cette année. Y a-t-il des remarques, des questions? Non, donc je mets au vote ce rapport. Qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? 3. Qui est contre? 0. Merci. Le conseil municipal donne son accord pour les virements de crédit indiqués ci-dessus. Le point suivant, attribution d'une subvention à l'association Les Jardins de l'Érard. Et c'est Patrick Comer, le rapporteur. T'as pas de micro par contre. Ouais. Tu lui donnes le tien? Ah, les lingettes. Ça marche? Vous m'entendez? Ouais. Donc bonsoir tout le monde. Donc je suis chargé d'exposer l'attribution de subvention à l'association Les Jardins de l'Érard. Donc cette subvention a été omise lors du vote des subventions de toutes les associations qui ont été payées depuis.
C'est une histoire de mail qui n'est pas arrivé dans la bonne boîte, enfin c'est un truc un peu bête, mais il fallait rectifier. Donc, pour rappel, pour mémoire, je vous rappelle que cette association a des objectifs bien précis, notamment de favoriser le lien et la mixité sociale intergénérationnelle et interculturelle, en étant un lieu de rencontre, d'échange et de convivialité, de permettre à des résidents du Cerretin de pratiquer le jardinage dans un cadre collectif, de créer et maintenir un espace de préservation de la biodiversité. Alors, les projets actuels de l'Association des Jardins de l'Érard consistent entre autres en l'achat de matériel et de végétaux permettant l'entretien des parties collectives par les adhérents, ainsi que la poursuite du partenariat avec l'école La Coccinelle, le développement d'une parcelle commune avec plusieurs objectifs, herbes aromatiques, planter un prunier à récolte partagée, créer un espace favorisant la biodiversité, etc. Donc la municipalité, donc, pour soutenir cette association, lui versera une subvention de 1 200 €. Voilà. Merci. Merci Patrick. Quelles sont les questions que vous souhaiteriez poser? Aucune. Alors je vais donc mettre cette délibération au vote. Qui ne prend pas part au vote? Personne. Hein, personne n'est au Jardin de l'Érard. Qui s'abstient? Personne. Et qui est contre? Personne. Eh bien, le conseil municipal donne son accord. Le point suivant, c'est la création du comité des sages. Alors, pour rappel, nous nous étions engagés à travailler sur un modèle participatif. Et dans le modèle participatif, un des éléments un peu point angulaire du fonctionnement participatif, c'est d'avoir des garants. Des garants qui surveillent que le participatif, la démocratie participative, dans son essence et dans son fonctionnement, est respecté. Des personnes qui ne soient pas élues, des personnes qui soient totalement neutres, et que l'on appelle le comité des sages. Alors, pour ceux qui ont suivi notre campagne de près, nous parlions de conseil des sages. Le nom a été transformé en comité des sages, de commun accord. Pourquoi ? Puisque le conseil des sages est maintenant une marque brevetée, là, donc on ne peut plus l'utiliser sans payer. Donc il suffisait de changer quelques lettres et ne pas changer le sens. Donc le comité des sages, vous aurez un article dans le prochain BM qui vous expliquera qui ils sont, comment ils vont travailler. Vous trouverez les infos aussi sur notre site internet. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, ils sont officiellement créés. Donc nous proposons d'adopter la charte du comité des sages, qui est donc en annexe des documents que vous avez eus, et le règlement intérieur, qui en précise les missions et qui va organiser le rôle de ce comité. Bien évidemment, le comité des sages est créé par délibération du conseil municipal de Noyaret, et il peut également être supprimé ou dissous par le conseil municipal. Il est important de souligner, comme l'indique la charte, que le comité des sages constitue une instance garante donc, du fonctionnement participatif et constructif de notre organisation, qu'elle dispose d'un rôle consultatif, mais bien sûr, elle ne se substitue en aucun cas au conseil municipal. C'est-à-dire que le comité n'interférera pas sur le contenu des décisions adoptées au conseil municipal. C'est une instance d'étude et de réflexion sur des sujets d'intérêt général. Ils fournissent un avis éclairé au conseil municipal qui vont le missionner. En quelques mots, donc, les différentes missions du comité des sages pourront être de veiller à ce que chaque projet municipal soit l'objet d'une concertation plus ou moins importante avec les habitants et les associations du Cerretin. C'est-à-dire que c'est en discussion avec le comité des sages que le cadre sera posé. Le comité des sages pourra être aussi saisi par les habitants de Noyaret sur le fonctionnement des instances municipales, notamment les groupes de travail, les commissions. Le comité des sages pourra être chargé d'étudier le déroulement des projets initiés par la municipalité et chargé d'apporter des réflexions et des conseils éclairés sur des problèmes spécifiques.
C'est une instance de réflexion, de guidance, qui aura aussi notamment une page sur le bulletin municipal où ils pourront effectivement donner leur avis, leur appréciation, leur vision. Et si parfois, nous élus, on ne suit pas leurs préconisations, nous devrons nous en justifier. Bien évidemment, la commune met à disposition les moyens matériels dont les membres du comité auront besoin. Donc on est très content de cette naissance-là. Est-ce qu'il y a des questions ou des précisions ? Il n'est pas indiqué le nombre de personnes qu'il y a dans ce comité. Est-ce qu'il y a un nombre de personnes maximum, minimum ? Alors, le comité a souhaité être une dizaine de membres. Actuellement, ils sont 4. Donc, il y a encore des places ouvertes. Il y aura aussi, donc, dans le petit article qui va sortir, un appel à candidature. Puisque l'idée, c'est aussi que cette instance soit vivante. Et qui les nomme ? Alors, premier arrivé, premier servi ? comment ? Premier arrivé, premier servi ? Alors, moi, je ne dirais pas premier arrivé, premier servi. Je dirais plutôt, en tout cas, comment là les choses se sont faites. Nous avions fait des grandes réunions pour ouvrir le conseil des aînés et le comité des sages. Et nous avions un peu plus d'une vingtaine de personnes qui étaient intéressées soit par une instance, soit par l'autre. Donc après avoir expliqué ce qu'était le conseil des aînés et le comité des sages, petite page de pub pour le conseil des aînés, qui est plutôt une instance qui regroupe, comme son nom l'indique, les aînés du village, donc des personnes qui ont une histoire dans le village et qui souhaitent effectivement amener ce regard-là. Et ils sont plutôt force de proposition et d'action, conseil des aînés. Et le comité des sages, comme je l'ai dit, on est plus garant du participatif. Et donc, naturellement, les gens se sont dirigés d'un côté ou de l'autre. Alors, nous, on était plutôt sur une posture assez ouverte, c'est-à-dire que les bonnes volontés, on est plutôt à vouloir les soutenir. Il s'est trouvé que sur les 10 places, on a 4 places de remplies. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas eu besoin de servir le premier, comme vous dites, mais plutôt d'accueillir les personnes qui souhaitaient s'engager pour la commune. Si ce nombre venait à diminuer, c'est-à-dire de 4, on passe à 3 ou à 2, vous garderez ce comité quand même ? Est-ce qu'il y a une clause qui dit en temps de moins de membres, le comité est dissous ou une chose comme ça ? Alors, il faut bien savoir que pour que ce comité des sages fonctionne, il est très important que les personnes qui le composent aient une liberté d'action et de réflexion. Et ce n'est pas forcément quelque chose qu'ils ont choisi. Mais si la question se pose à un moment donné, eh bien, elle sera travaillée en concertation. D'autres remarques ? Oui, pour moi, c'est toujours pas hyper clair comment ça va fonctionner. Comment on va les saisir, enfin qui les saisit. On parle des habitants qui peuvent les saisir, on parle du conseil municipal. D'un côté, on dit qu'ils seront garants d'un certain fonctionnement, mais d'autre côté, on dit qu'ils n'auront qu'un rôle consultatif. Donc ça me parle pas trop encore. Oui, alors ça je vois bien, je comprends bien, puisque c'est vrai que le comité des sages, c'est une instance très expérimentale. C'est-à-dire qu'en France, il y en a très très peu. Vous trouvez des conseils des aînés qui sont, comme je disais, assez classiques. Vous trouvez ça dans pas mal de communes. Mais le comité des sages, c'est vraiment partie du fonctionnement participatif de Saillant. Donc quand vous dites c'est un petit peu flou, moi j'ai envie de dire on est sur quelque chose qui est en train de se co-construire. Donc effectivement, on n'est pas sur un truc ric-rac et carré et qui peut... c'est quelque chose qui est une pensée, qui est vraiment sur un mouvement d'évolution. Alors, quand on vous dit on peut les saisir, les habitants peuvent les saisir, c'est que, vous voyez, par exemple, sur une thématique
qui commence à être travaillée, nous, c'est-à-dire qu'il y a par exemple la question de la circulation dans le village et puis la circulation autour de l'école. Donc on a déjà commencé, nous, un groupe entre élus de travail sur comment on va travailler la circulation autour de l'école. Donc quel est le protocole que nous allons mettre en place? À quel moment on demande aux citoyens, est-ce que c'est pertinent de le faire, à quel endroit? Quand vous restez qu'entre élus, j'ai eu le sentiment, moi, des 6 années d'observation que j'ai pu avoir, qu'il y a quelque chose qui s'enferme un peu, puis qui tourne un peu en rond. L'intérêt du comité des sages, effectivement, on arrive avec notre dossier et on leur dit, bon ben voilà comment nous on a pensé les choses, voilà comment on a envie de les faire. Là, on pense qu'il faudrait saisir les habitants à cet endroit-là. Là, peut-être, ce serait peut-être pas pertinent, à voir. Et donc, le comité des sages, qui a commencé déjà à travailler sur comment ils allaient travailler, a mis notamment en place un petit tableau avec des cotations sur lesquelles ils vont effectivement passer au crible nos projets pour voir à tel ou tel endroit comment on peut saisir les habitants ou pas. Parce que un des pièges de la démocratie participative, c'est de fatiguer les gens. C'est de leur demander tout et n'importe quoi. Et ça, c'est un piège qu'on a pu observer notamment à la commune de Saillant, qu'on va essayer de ne pas reproduire. Donc c'est d'être assez rigoureux sur les endroits où on sollicite les habitants. Donc effectivement, le comité des sages, mais après, et quand je finis, pardon, vous m'avez posé une autre question. Si les habitants peuvent les saisir, ça c'est quelque chose que le comité des sages souhaitait. C'est-à-dire que nous, dans l'idée du départ, ce n'était pas forcément quelque chose qu'on avait proposé, mais ils ont souhaité effectivement avoir cette possibilité-là. Donc, ok, nous on valide, on accompagne. Et voilà. Et une chose qui pourrait être très intéressante, qui sera fait certainement dans les prochaines semaines où on va voir, c'est que le comité des sages puisse rencontrer tous les élus aussi pour se présenter et puis qui vous expliquent, eux, leur vision des choses. D'autres remarques, messieurs, dames? Eh bien, je vais donc mettre au vote ce rapport. Qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? 2. Et qui est contre? 0. Eh bien, je vous remercie. Le conseil municipal donne donc son accord. Le point suivant maintenant, roulement de tambour. Sommes-nous prêts? Nous ne sommes pas prêts. Pourquoi? Tirage au sort des jurés d'assises pour l'année 2022 à partir de la liste électorale. Donc, comme vous le savez, tous les ans, nous devons tirer au sort les jurés et certains ont connu une époque où on prenait le gros cahier de... Comment il s'appelle là où il y a tous les... La liste électorale, merci. On prenait la liste électorale, on piochait 2 numéros, on avait la page, on avait le numéro et on trouvait le nom. C'était très rapide. Mais maintenant, on ne se prend plus comme ça. Et là, je vais broder. Combien de temps? J'en sais rien. Puisque tout doit se faire de façon numérique. Et nous sommes confrontés à une petite problématique qui est que la fibre n'est pas encore reliée au bâtiment Polisson. C'est dans les tuyaux, comme plein d'autres choses. Nous avons donc la nécessité de tirer au sort 3 personnes ayant au moins 23 ans au cours de l'année 2022, un titulaire et 2 suppléants. Il faut savoir aussi qu'on a eu de la chance, puisque les DGS de Noyaret et de Veurey se sont réunis pour savoir lesquelles des 2 communes allaient avoir en tiré le plus, puisque la commune de Noyaret et la commune de Veurey sont regroupées. Et donc, ils ont fait donc un tirage préliminaire pour désigner le nombre de jurés à désigner pour chaque commune. Et Veurey en a eu beaucoup plus, mais Veurey, ils ont la fibre.
Bon, alors, vu que l'étape d'après, c'est les claquettes et le chant, j'ai encore une piste de blabla. On propose de pouvoir vous évoquer la décision administrative. Puisque j'ai pris une décision administrative, et je vais repasser la parole à Nathalie. Si tu peux expliquer longuement la décision administrative, qui est le mandatement du cabinet d'avocats Pinnica et Molinier pour représenter la commune dans l'affaire des consorts forts contre la commune de Noyaret, pourvoi en cassation. Prends ton temps. Alors, c'est pas vraiment longuement parce que c'est la suite de l'affaire Fort contre la commune qui a commencé il y a quelques mois. Et donc, suite à l'ordonnance du juge des référés du 8 février dernier, donc la partie adverse a décidé de se pourvoir en cassation. Après, il faut savoir qu'en référé, un pourvoi en cassation se passe au Conseil d'État, qui est une instance particulière et qui, du coup, nous demande de prendre un avocat spécialisé parisien. Donc, voilà l'objet de la décision administrative. Merci Nathalie. Et ça me permet de me rendre compte que j'ai oublié en début de conseil de vous dire les pouvoirs. Donc, je vais le faire maintenant, on a le temps. Donc, Sandrine Curtet a le pouvoir de Stéphane Couder et j'ai le pouvoir de Alfio Pénisi. Vous vous rappelez, l'année dernière, c'était long aussi. Hein. Après, c'est aussi parce que nos conseils municipaux se passent à Polisson. Si les mesures sanitaires le permettent, on pourra regagner la mairie pour les prochains conseils municipaux. Il n'est pas impossible qu'il y en ait en juillet d'ailleurs. Est-ce que vous en profitez, peut-être si vous avez des questions ou des échanges qui pourraient être intéressants de... Non. En thème avec le conseil municipal, bien sûr. On ne peut pas faire des questions. Madame le maire, on passe aux questions diverses. Pardon. On passe aux questions diverses en attendant. On peut passer aux questions diverses techniquement, oui. Ah non, c'est prêt? Ah pardon. Eh ben oui. Non, oui. D'accord. Donc on passe aux questions diverses si vous en êtes d'accord, oui. Et on reviendra à la délib pour les votes du titulaire et des deux suppléants après. Si vous en êtes d'accord, ça vous convient. C'est pas bien réglementaire, mais bon. Vous parliez de la fibre tout à l'heure. Où en est-on à Noyaret en termes de pourcentage, si tous les habitants sont couverts ou pas? Est-ce que vous le savez? Alors, je me tourne vers le conseiller délégué au numérique, Kevin. Bonjour à tous. Pour répondre rapidement à cette question, il y avait une réunion avec le chef de projet Orange il y a une semaine ou deux. Et donc le déploiement de la fibre à l'heure actuelle donc sur l'agglomération et sur Noyaret en particulier, donc c'est aux alentours de 90% de déploiement. Donc après ils ont des objectifs début 2022 d'avoir déployé l'ensemble de la ville. Voilà. Après, comme vous l'avez sûrement entendu, il y a aussi des résultats pas très satisfaisants au niveau national sur le déploiement de la fibre,
Donc Orange reviendra donc sur ce sujet plus tard au sein de l'agglomération. Mais voilà, en termes de taux de déploiement, nous sommes à 90%. Et si vous voulez aussi des précisions au sein de la mairie, parce qu'on en parlait tout à l'heure et c'est un peu le sujet à l'heure actuelle. Donc la fibre, on a passé en revue donc les contrats qui nous lient avec l'opérateur actuel, Orange, donc, qui est l'opérateur de la municipalité. Donc on a lancé des négociations avec d'autres opérateurs donc pour réduire les coûts qui nous incombent au sein de la commune. Et justement, pour disposer de la fibre dans l'ensemble des bâtiments communaux, donc on a lancé cette négociation. On est sur une bascule à l'heure actuelle donc de tous les bâtiments donc qui va se faire d'ici fin d'été et donc nous permettre de bénéficier donc d'une meilleure connectivité. Donc à l'avenir, ce genre de soucis ne devrait pas se reproduire. Est-ce que vous avez des certitudes sur le fait que 100% des foyers nuxérétans seront équipés de la fibre, pourront être équipés de la fibre? Non, je ne peux pas répondre à cette question-là, mais l'objectif affiché de l'ARCEP, donc l'organisme national de déploiement, est bien de déployer en tout cas 100% de fibre sur le territoire. Et donc si c'était leur souhait, est-ce qu'on peut, en tant que municipalité, se rapprocher de ces gens-là pour savoir si ça sera fait dans les temps? Beaucoup de nuxérétains se plaignent de ne pas l'avoir et de ne pas pouvoir avoir la fibre aujourd'hui. Alors après, il faut se rapprocher de l'opérateur qui déploie du coup les infrastructures sur la commune, donc c'est Orange. Après, est-ce que nous devons faire le lien avec cet opérateur? Oui, en partie. Après, on n'est pas responsable en tout cas de ce déploiement. Donc on peut faire passer des messages, enfin regrouper un ensemble de plaintes éventuellement, mais on n'est quand même pas en responsabilité de ce déploiement. Après, on peut peut-être compléter aussi en disant que, comment il s'appelle le VP à la métro qui s'occupe de ça, le jeune j'ai mangé son nom. En tout cas, il y a un élu à la métro qui est en charge de ces questions-là. Et il y a des réunions avec toutes les communes aussi qui ont beaucoup plus de poids, du coup, qu'une commune qui irait voir Orange. Oui, de toute façon, il y a des points réguliers qui sont faits tous les 2 ou 3 mois par le chef de projet Orange, justement avec les 49 communes de l'agglomération, justement pour avoir une vision un suivi de ce déploiement. Et c'est à ce moment-là qu'effectivement que les communes remontent aussi un certain nombre de problématiques. Donc qui ne sont pas forcément liées juste au déploiement, mais qui sont liées aussi aux infrastructures déployées. Et puis du coup aux problèmes d'esthétique aussi par exemple, c'est ce qui a été remonté par rapport aux poteaux mis en place. Alors là, il y a un certain nombre de problématiques qui essaient d'être pris en compte par le responsable Orange. Et voilà. En tout cas, s'il y a des questions à ce niveau-là, effectivement, vous pouvez nous les remonter et au cours de ces réunions-là, on peut effectivement remonter aux responsables de déploiement. Après, on peut voir aussi, en tout cas moi de mon point de vue, il y a quand même un aspect que je trouve un peu dommage, c'est qu'on voit bien qu'on est sur une volonté de déployer la fibre sur tout le pays. La réalité, c'est que Orange a sous-traité à des entreprises qui ont sous-traité à des entreprises. Donc il y a des endroits où effectivement ils nous collent des poteaux, où ils ne réparent pas les bons poteaux, etc. Alors qu'il y aurait eu un travail peut-être un petit peu plus fin à un moment donné. On aurait aussi pu enterrer certains câbles à certains endroits. Enfin, il y a quand même un travail où... Voilà, je crois qu'il y a cet objectif-là affiché que tout pays ait la fibre, mais il y a un moment donné aussi, je pense qu'il y a des choses un peu... C'est dommage que certaines choses ont été faites comme ça. Oui, après, c'est les objectifs affichés de l'ARCEP qui ont mis un peu la pression du coup aux opérateurs pour le déploiement. Effectivement, ils n'ont pas fait forcément les choses que les communes ou les agglomérations attendraient. Par contre, oui, c'était juste pour revenir sur ce point. Enfin, pour tout ce qui est en tout cas remontée d'incidents, on peut remonter d'une manière globale. Après tout ce qui est incident individuel, il ne faut pas s'adresser à la commune non plus. Enfin, pour le coup, on n'est pas, voilà, comme je vous disais, on n'est pas en responsabilité des infrastructures déployées.
Après, nous, c'est plutôt voilà, sur des problématiques effectivement de poteaux, enfin d'esthétique, de problèmes globaux et de suivi. Question? Quid parce que je vois que ça rame là-haut, mais quid des études parasitaires, j'ai cru entendre et ou cru lire tout à l'heure dans la délibération numéro 1 de l'Église? On a des résultats? Parce que ça fait longtemps que ça dure là maintenant, non? Oh là là, oh, mais alors ça, vous me l'enlevez les mots de la bouche. Et chaque fois qu'on en ouvre un dossier Église, il y en a un autre. C'est quel des élus qui est plus en charge de répondre, qui a envie? Didier? Oh, t'as fait une jolie vidéo. En fait, en attendant que Didier fasse un peu le tri, ce qui est long, c'est fou, hein, mais c'est tout l'aspect technocratique autour du dispositif de l'Église. Et ça prend un temps fou. C'est-à-dire qu'il y a, au niveau des architectes, enfin, ils ont fait un boulot formidable. Mais voilà, il y a des pages et des pages à remplir. Je te laisse la parole. Oui, si je peux préciser peut-être un peu les choses, c'est vrai qu'on a eu les comptes rendus du rapport du rapport de l'architecte, et c'est vrai qu'on s'est rendu compte que, en fait, les travaux qui étaient programmés pour refaire la charpente à l'identique, c'était juste pour refaire à l'identique, et ça prenait pas en compte d'éventuelles surprises qu'on pourrait découvrir dans les années à venir. Et on s'est également rendu compte que par rapport à ces travaux de charpente, tout n'avait pas été pris en compte. Donc ça va demander des travaux de charpente supplémentaires. C'est pour ça que les travaux ne vont pas commencer dans l'immédiat. Il faut revoir toute la procédure. En tout cas, ce que j'annonce là, c'est qu'il n'y a pas de problème de sécurité au niveau de l'église. Donc je crois que l'église va pouvoir être réouverte rapidement. Ouais. Ce que je te dis. Et puis, dans les avancées aussi, l'étude parasitaire devrait avoir lieu le 25 et 26 juin. Bon, moi, je peux poser une question, du coup, j'en profite. Ah, pardon. Ah, mais c'est pour alterner un peu. Ça veut dire que l'étude qui a été menée pendant les mois qui viennent de passer démontre qu'il n'y a aucun problème sécuritaire et que les travaux auraient pu être faits en amont. C'est bien ça? Je l'entends comme ça, ou pas? Pas tout à fait. Est-ce que vous pouvez préciser, alors, ce que je n'ai pas bien compris? Non, ce qu'on dit, c'est que l'étude qui a été faite, elle a mis en lumière tout un tas de travaux qui vont s'effectuer par tranche, parce que, vu le montant, si on doit tout faire, je vais dire pour remettre en état le mieux possible, ça va demander des sommes importantes. Et je pense qu'on va diviser tous les travaux par tranche. Et effectivement, les travaux de charpente, de couverture, ça sera la priorité, puisque c'est quand même ça, c'était quand même ça le problème le plus visible. Mais après, il y aura tout un tas de travaux, notamment au niveau du chauffage. Il faut revoir l'éclairage, le chauffage, la mise aux normes électriques. Donc tout un tas de travaux qui vont être faits, j'allais dire, par tranche. On parle de travaux d'embellissement ou de travaux de sécurité? Parce que tout à l'heure, vous m'avez parlé en termes de sécurité, on pouvait ouvrir. Donc c'est là où je ne comprends pas la différence. En fait, on parle plutôt de cohérence. C'est-à-dire que la charpente, évidemment, elle repose sur un mur. Enfin, des murs, logique. Ces murs-là ont des défaillances. Donc, quand on enlève le toit, il faut refaire une partie de ces murs pour ensuite remettre une charpente. Sauf que le toit de l'église a une charpente qui est très particulière, qui va demander une technicité très particulière aussi. Donc ça, c'est un premier point. Et ensuite, comme c'est un bâtiment d'époque, on ne le traite pas comme une maison.
C'est-à-dire qu'il était nécessaire de faire intervenir les architectes du patrimoine pour avoir une vision d'ensemble, puisque c'est un bâtiment, je le redis, qui est important pour la commune. Et ce n'était pas que changer le toit. Par contre, actuellement, comme il est, effectivement, on a eu la bonne nouvelle d'apprendre que, voilà, il ne craint pas de vous tomber sur la tête. Donc, il y a quelques petites cérémonies, quelques concerts qui pourraient reprendre, en tout cas on l'espère, en attendant de pouvoir avancer sur les travaux. D'autres remarques? Oui, Bénédicte. Oui, bonsoir. Alors, juste une petite question. Toutes les associations de la commune ont reçu un mail comme quoi ils pouvaient reprendre leurs activités à partir du 9 juin. Gymnase, enfin voilà. Donc sur le principe, parce que ça suit les règles de la préfecture et du gouvernement. Donc il n'y a pas de souci de ce côté-là, on comprend. Par contre, il y avait une manifestation dimanche dans le gymnase d'une association qui n'est pas de la commune. Donc je voulais savoir en fait pourquoi déjà, et puis pourquoi on n'a pas été... Enfin, il n'y a pas eu d'informations sur cette manifestation. Patrick, délégué aux associations. Cette demande nous est parvenue. Cette association fait partie des associations de la ville de Vorep qui ne pouvaient pas l'accueillir et on nous a demandé, dans un cadre d'un bon échange, si on pouvait. Donc après avoir pris tous les renseignements, nous avons les autorisations nécessaires pour que cette manifestation ait lieu. Voilà. Quels détails vous souhaitez connaître précisément? Ben, je ne sais pas. Les associations de la commune ne peuvent pas faire de choses avant le 9. Et là, il y a des associations extérieures. Donc ça met un peu... disons que ça met un peu en porte-à-faux. Sachant qu'en plus, cette association, donc je suis passée, ils sont très agréables, c'était très sympa. Oui. Ils avaient une buvette. Ils avaient fait une demande d'autorisation de buvette, même si c'est que pour vendre des cafés et une bière. Ils ont distribué des boissons, mais l'autorisation, en effet, ne leur avait pas été donnée sur une buvette. Ça, c'est une certitude. Alors, ils n'ont pas distribué des associations, des boissons. Oui. C'était payant, les boissons. Très bien. Juste moi, entre nous, voilà. J'ai passé dimanche après-midi avec mon épouse, j'ai pas vu de buvette, mais bon, sinon j'aurais bien bu un verre volontiers, mais j'en ai pas vu. Tu aurais pu boire café ou bière sans aucun problème. Il suffisait juste de demander. Toi, juste à l'entrée, là, tu sais où il y a le bar? J'ai pas vu. Il y avait personne derrière le bar. J'ai regardé dans la salle comment les choses se sont passées. Ah alors c'est juste pour moi. Ils sont mais juste derrière juste pour moi. Je sais pas. Peut-être qu'ils étaient absents quand je suis passé. Voilà. Non mais voilà, c'est après. Je veux bien il faut que le village vive. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Oui, je suis la première à être partante. Mais il faut que tout le monde ait les mêmes droits. Mais c'est les mêmes droits. Alors, c'est intéressant votre échange parce que moi, je trouve que ça vient bien dire au niveau sociétal comme on en a vraiment tous marre. Mais marre de ces restrictions, marre de ne pas pouvoir faire les choses librement, de se remettre en mouvement, de faire des choses paradoxales qui n'ont pas de sens. Et effectivement, on craque, quoi, on a marre. Mais par contre, une chose qu'il faut peut-être préciser, s'il me semble bien avoir vu passer que c'est une manifestation professionnelle. Il y avait quelque chose, c'était un concours, enfin il y avait un truc comme ça. Une compétition. Une compétition, voilà, c'est ça. Compétition qui existe, ce genre de compétition, je l'ai appris en côtoyant cette association, qui existe. Ils ont des championnats de France, des championnats d'Europe, des championnats du monde dans ce type de compétition. Voilà. Et je crois qu'ils avaient la nécessité de faire cette compétition. Et ils avaient, ils avaient les autorisations par leur fédération de pouvoir faire ce type de compétition. Simplement, il fallait qu'ils aient une salle. Et au moment où ils devaient faire cette compétition, il n'y avait pas... Ils ont demandé à plusieurs communes, dont la nôtre. Et nous, comme évidemment on ne pouvait pas se servir du gymnase, le gymnase était disponible. Voilà. Et on ne leur a pas refusé. Ah mais sur le principe, il n'y a aucun souci, Patrick, je comprends, et puis c'était même super sympa. Je suis passée un moment, j'ai regardé les cours, c'était très sympathique. Mais voilà, moi on est venu chez moi me le dire, alors que je ne suis pas quand même élue dans la majorité. C'est pas moi qu'on aurait dû venir voir, c'est toi ou Didier, pas moi ou m'appeler sur mon portable. Je sais pas, mais t'as dit... Donc
Moi, je te dis, je suis passé vendredi, j'ai discuté avec eux vendredi pendant l'installation, tout se passait bien, de ce qu'ils m'ont dit. Je suis passé dimanche après-midi, et j'ai rien vu de ce que... Mais je ne dis pas que tu inventes les choses, hein. Mais ce que je peux te dire, c'est que moi, quand je suis passé, il n'y avait personne derrière le bar. Il y avait 2 enfants à l'entrée. Il y avait une table où il fallait renseigner, que chaque personne renseigne avec son numéro de téléphone et tout, comme ça se fait. Voilà, avec le masque et tout ça. Je suis resté à l'entrée, je sais pas, j'ai dû rester 10 minutes pour regarder. Voilà. Et... Ah non, non, mais sur le principe, ça mais moi, j'ai vu personne. Hein. Mais si je l'avais vu, je leur aurais dit, c'est voilà. sûr. Donc je me permets de te le dire. Bah, tu fais bien. Parce que, voilà, surtout que des fois, il y a certaines associations qui ne comprennent pas tout. Et ce qui est dommage, d'ailleurs, c'est qu'on n'a pas eu de communication, parce qu'il y a peut-être des gens qui auraient peut-être voulu passer. L'idée, c'était pas d'ouvrir au public, justement. Non, non, justement. Par contre, Bénédicte, si tu te retrouves confronté à ce type de problématique, passe-nous un coup de fil. Parce qu'à ce moment-là, parce que nous, on envoie tout un protocole qui est le même que le protocole national de pas de buvette, etc. Tu dis il y a une buvette, tu nous passes un coup de fil, Patrick il y va à ce moment-là et il remet les choses au clair. C'est surtout, Bénédicte, tu sais très bien qu'il y a un numéro d'astreinte en mairie, tu peux toujours l'appeler. Faut pas laisser passer ça, Bénédicte, c'est important. Je suis d'accord, il y a un numéro d'astreinte, je connais, je sais comment ça fonctionne. Il n'y a pas de souci de ce côté-là, Patrick. On fait de la polémique pour rien. Non, mais on ne va pas faire de la polémique, mais c'est... Voilà, c'est simplement pour le dire. Juste ça. Voilà, et après... parce qu'on est venu me voir pour ça, donc ça m'a un peu embêté. Bah, je comprends. De pas pouvoir, surtout qu'on vient nous voir, enfin, on est venu me voir moi, pour me parler de ça. N'étant pas au courant, disons que je ne suis pas au courant, je comprends. Ok. Mais on passe un peu... En effet, on n'a fait aucune information parce qu'il ne s'agissait pas d'une association de Noyaret. On n'avait pas lieu de faire de la publicité. C'était à eux de s'arranger. Non, mais je m'excuse, mais du coup, Jean-Baptiste vient de me préciser quand même, en retrouvant l'info, c'est que ce n'était pas ouvert au public. Donc que tu aies pu rentrer, je pense que c'est parce que tu es élu. C'est pas possible. Moi, sincèrement, moi je le redis, hein, quand on se rend compte qu'il y a un potentiel dysfonctionnement, c'est important de nous prévenir pour qu'on puisse agir sur le moment, parce que là, une semaine après, on ne peut plus rien faire. Oui. Comment ? Ah non, c'était juste pour te dire, en fait, quand tu dis les personnes sont venues chez moi me voir, je pense que s'ils sont venus chez toi te voir, c'est pas pour rien. Voilà. Je suis obligée de dire ça parce que... Voilà. Oui, parce que je pense qu'ils connaissent aussi certains ici. Ils auraient pu aussi venir voir ou Gérard, ou Patrick, ou Didier, ou moi, ou même moi. Mais s'ils sont venus te voir toi, c'est pas pour rien. Oui, non, mais je sais. Oui. Alors moi, j'aimerais bien que... Vous avez une autre question? Je peux vous en souffler une, peut-être? Merci pour la réponse. Peut-être vous souffler une question. Je serais bien que quelqu'un nous la pose sur... parce qu'il y a un truc qui s'est un peu passé ce matin, ça bouge par rapport au projet L'Authentique. Si quelqu'un peut me poser la question. Ouais. On me pose la question. Oui, où en est le projet Authentique? Je l'entends, la question. Bien, parce que du coup, le projet Authentique, c'est le projet qui est sur le square Charles Ferrer. Et donc ce matin, on a eu une réunion avec, à l'initiative de la mairie, auquel nous avons mis autour de la table les commerçants, le promoteur Capé, Guy Julien dans sa fonction de VP au commerce, Ludovic Bustos dans sa fonction de VP sur le PLUI et l'urbanisme, était présent aussi avec moi, Nathalie Goua et Cyril qui est l'urbaniste. Et donc on a pu effectivement échanger sur les points qui pouvaient inquiéter sur ce projet, inquiéter notamment les commerçants.
M. Carbonat, du coup, votre dame a dû vous en faire un retour, puisqu'il n'y a pas assez de places de parking sur ce projet. Il y a 17 places de parking sur le devant, une trentaine de places souterraines qui va être normalement utilisée majoritairement par les habitants de l'immeuble. On est sur 25 logements et une trentaine de places. Donc, si un couple a 2 voitures, il y a déjà une voiture qui va se retrouver à l'extérieur. Et puis, on a fait un petit tour de table des commerçants pour se rendre compte en se disant, bon ben voilà, vous avez des salariés, de combien de places de parking vous avez besoin pour vos salariés? Et là, on n'avait pas fait encore tout le tour, on n'en avait interrogé que 3 sur 5, qu'on était déjà à 20 salariés, quoi. Donc le parking des 17 places, logiquement, il est déjà pris à 6 h du matin quand la boulangerie ouvre, le boucher ouvre, etc. etc. Donc le promoteur a bien entendu. Il a proposé peut-être, puisqu'il a acheté un petit bout de terrain juste en face, là où il y a un petit jardin derrière la grange, d'installer des places de parking. Donc nous, mairie, on lui a bien rappelé que c'était à lui de financer ces places de parking, puisque vous vous doutez bien que ce n'est pas à la collectivité de payer les erreurs d'un promoteur. Puisque quand on fait un bien évidemment qu'on prévoit les places de parking, c'est la base. Donc ce problème-là a été soulevé. J'espère que les commerçants ne lâcheront rien. Nous, on leur a rappelé qu'ils auraient tout notre soutien et toutes les possibilités pourront être travaillées, bien évidemment, sans prendre sur le denier des habitants de Noyaret. Voilà, il y a ce point-là qui a été évoqué. Le point aussi de la façon dont on entre dans le projet, puisqu'il n'y avait aucun travail qui a été fait avec la métro. Donc Ludovic Bustos a rappelé que c'était un petit peu dommage, parce que là maintenant ils arrivaient après, et il y avait pas mal de choses qui ne fonctionnaient pas, et qu'il fallait du coup revoir. Donc on ne sait pas trop comment ça va se mettre en place. Et quand même, pour finir sur du positif, Guy Julien a rappelé toutes les aides potentielles qu'il pouvait y avoir pour les commerçants du côté de la métro. On a demandé aussi un calendrier au promoteur. Alors il nous a dit que la semaine prochaine, il reprenait la destruction de l'ancienne poste, donc semaine prochaine. On lui a aussi demandé bien évidemment de pouvoir élaguer, puisque vous avez pu vous rendre compte que les herbes sont un peu hautes là, et ça va bientôt être une jungle si on n'y prend pas garde. Nous, mairie, on ne peut rien faire puisque c'est un terrain privé. Voilà, et donc on lui a aussi demandé au niveau du livrable. Il nous a dit que normalement, à la mi-août, il devait commencer les VRD, et il estimait les travaux à peu près 2 ans. Voilà, enfin 16 mois à partir de août, donc à partir de maintenant, on peut dire à peu près 2 ans. Voilà tout ce qu'il nous a dit ce matin. J'oublie un truc ? Ah oui, oui, oui. Et du coup, pour, j'ai envie de dire, faire vraiment avancer le projet, parce qu'il est urgent, important, primordial que ça avance, autant pour les habitants de Noyaret qui ont cette ruine au milieu maintenant, que pour les commerçants qui ont quand même besoin d'une visibilité. Donc on a repris d'autres dates, fin juin, avec le promoteur, avec la métro, et on va essayer de pousser pour que ça avance. Je vous laisse réagir à ce que j'ai dit, parce que j'ai pas vu tous les élus non plus, j'informe tout le monde en même temps. Puis là, on est parti pour toute la nuit. Ok. Enfin, je voulais juste revenir sur 2 ou 3 points. Donc, le premier point sur les parkings. Donc, comme vous le savez, le PLU communal avait prévu un certain nombre de places de parking obligatoires. Donc, le premier permis incluait toutes ces places. Et lorsque le PLUI est arrivé, qui supprimait un certain nombre de places obligatoires, le promoteur s'est engouffré dedans et a posé une modification de permis pour les supprimer. Et je reviendrai sur le commentaire de M. Bustos, le fait que la métro n'ait pas été impliquée sur l'entrée du projet, la sortie haute.
Ça m'étonne parce qu'on a eu plusieurs réunions là-dessus où on avait même défini l'endroit où seraient les arrêts de bus, la piste cyclable, toutes ces choses-là. Donc, surpris. Alors après, moi, ce que j'en ai compris, et je vais reprendre aux deux points, c'est que ces réunions-là étaient des possibilités, des ouvertures, mais un travail en profondeur avec vraiment des engagements, ça n'a pas été fait. Et sur la question des places, oui, le promoteur en a profité, ce qui n'est pas très gentil, mais on reste quand même sur une posture où c'est aussi, enfin, la mairie a un vrai pouvoir quand même par rapport au promoteur, et j'en veux pour exemple, comme vous le savez, il y a un promoteur qui s'est positionné pour acheter le terrain Odos, l'ancien terrain des courses des ânes, pour les plus anciens d'entre nous se souviendront. Alors pareil, il y a un PLUI, etc. Mais à force de négocier, de discuter, de s'engager, on a réussi à faire en sorte que le nombre de places soit supérieur aux attentes du PLUI. Donc tout ce projet-là, et après c'est vrai que c'est intéressant parce que quand on se dit, là on est sur un terrain vendu 120 000 € avec un immeuble de 25 logements, 5 commerces, 47 places. Sur le terrain au dos, on est sur 47 logements et on va être sur plus d'une centaine de places. Donc il y a quand même un vrai pouvoir quand même. Nous, on s'est rendu compte que oui, c'est vrai qu'il y a le PLUI, etc. Mais par contre, en amont, il y a quand même la possibilité de... Après, ce que disait Ludovic Bustos, ce qui était très dommage, je pense qu'il a raison, c'est que c'est un appel à projet qui aurait été intéressant de faire sur ce projet-là. Après, enfin, j'ai bien entendu le gain de place sur le projet Odos, mais je pense que c'est surtout la mobilisation de la population qui a fait que ça a bougé. Ça a commencé à faire du bruit et autres. Sur le projet centre-village, ça s'est passé... Mais la mobilisation de la population, c'est aussi, je rappelle, qu'on a organisé des réunions publiques pour informer les habitants en leur disant « mobilisez-vous si vous voulez que ça bouge ». C'est le partenariat, en fait. Non, mais tout à fait. Mais les réunions publiques qu'on a fait sur le centre-village ont été organisées quand il y avait tous les parkings. Ça s'est fait comme ça par un courrier à la fin où il a dit, plusieurs mois après, en disant... Maintenant que le PLUI est en vigueur, je peux supprimer les 14 ou 15 places qui étaient prévues de l'autre côté. Et mais là, on était totalement impuissants. Mais même avec les 14 places d'avant, il n'y en avait pas assez. Donc voilà, en tout cas, ça bouge. J'ai encore des trucs à dire, moi. Je suis lancée, là. Juste, j'ai encore une question. Est-ce que vous êtes au courant qu'il y a une fermeture de classe en maternelle? Donc, je me tourne vers Sandrine pour nous expliquer ça, parce que c'est pareil, mobilisons-nous. Et là, vous m'entendez? C'est bon. Donc pour la petite histoire, donc vous savez ou pas qu'à Noyaret, jusqu'à présent, nous avions en école maternelle 4 classes. En février, l'Éducation nationale, au vu de ce qui avait été inscrit comme enfants pour l'entrée 2021-2022, a décidé la fermeture d'une classe parce qu'il considérait qu'il n'y avait pas assez d'enfants. Sauf qu'après cette décision, le nombre d'enfants inscrits a largement augmenté, est arrivé à 93 enfants. Et 93 enfants divisés par 3 classes, ça fait 31 enfants par classe. Sachant que Monsieur le Président avait dit qu'il souhaitait 24 enfants par classe en grande section. Du coup, la directrice a été affolée, les parents délégués ont été affolés, enfin les parents ont été affolés. Du coup, nous sommes affolés aussi. Donc, on a envoyé des courriers à plusieurs instances. À qui on a envoyé? Nelly, à la DAZEN,
à l'Éducation nationale, l'Éducation nationale, la députée, à Madame Emei Chala, et on a mis sur le coup aussi le DDEN, donc Gabriel Mionnet, et voilà. Donc tout ça est en route. Et ce week-end, les parents délégués, enfin les parents, via les parents délégués, ont décidé de mettre une pétition en ligne. Donc tout ça pour vous dire que si vous voulez signer cette pétition, toutes les informations sont sur les moyens de communication de la mairie, donc sur le site de la mairie, sur Facebook. Voilà, donc on est tous mobilisés pour que cette fermeture de classe n'ait pas... Enfin, elle a eu lieu, mais pour qu'à la rentrée, il y ait à nouveau 4 classes et pas 3 classes. Donc voilà. C'est un combat important parce que vraiment, en fait, il faut aussi savoir que cette question-là d'accepter 31 enfants en maternelle, c'est dans notre département que ça se fait. Les autres départements, on est sur des dotations plus basses. Et vous voyez quand même 31 petits de 4 ans, 5 ans, 6 ans, c'est pas possible. C'est pas des numéros. Comment vous voulez éduquer correctement les enfants, leur donner des bonnes conditions. Donc, avoir ces 4 classes, c'est avoir la garantie aussi que nos petits-enfants là auront suffisamment de confort. Sachant qu'en plus, il y a 35 ou 37 grandes sections. Donc, ça fera des classes potentiellement à 3 niveaux. Enfin, voilà, avec des enfants qui ont des besoins spécifiques parce que voilà, ils sont un peu en difficulté. Donc voilà, ça va mettre une contrainte supplémentaire. Donc, et sachant qu'en fait l'inspectrice d'académie nous dit, mais de toute manière les chiffres que vous nous avez donnés, je n'y crois pas. Je sais qu'à la rentrée il y aura moins d'inscrits. Donc pour le moment, les chiffres n'ont pas bougé. Et on ne voit pas pourquoi à la rentrée, ils bougeraient, sachant qu'à Noyaret, il n'y a pas beaucoup de déménagements en été. En général, les statistiques montrent que les chiffres de juin sont les chiffres de septembre. Donc, du coup, à 31 par classe, on pourrait, si effectivement ça reste, il faut vraiment qu'on reste mobilisé pour leur dire, attendez, on est à 31 par classe, ouvrez une classe. Mais bon, c'est un combat qu'on va mener. Donc voilà, donc n'hésitez pas à signer la pétition. Et faire passer l'info. Moi, j'ai une autre question aussi. Si Annie, tu es d'accord de nous parler de comment ça va se passer samedi 12 ? On peut lui donner un micro, Annie ? Donc, samedi 12, la métro nous met à disposition une benne pour que à disposition des habitants pour qu'on vienne mettre nos encombrants. Donc, l'opération se déroule de 9h à 16h. Et en même temps, dans la matinée, il sera procédé avec une demi-journée citoyenne de ramassage des déchets dans le village avec des volontaires. Voilà. Et au cours aussi de cette demi-journée, enfin, la métro va aussi apporter des composteurs pour les personnes qui les ont demandés sur Internet. Et avec les petits seaux qui n'ont pas pu être distribués au cours de la journée, au cours des 4 jours où la métro a distribué des composteurs, et on devait avoir des petits seaux avec, et du coup ils vont les distribuer aussi ce jour-là. Mais profitez de la benne surtout, les associations, les privés, voilà. Donc pas de pneus, pas de matières dangereuses dans les bennes, hein, voilà, des meubles, du plastique, des choses comme ça. Voilà. Et puis la journée citoyenne, alors on compte sur quand même du monde pour nettoyer un peu nos chemins, nos rues, parce qu'en ce moment, il y a un petit peu de détritus qui sont parsemés, même si on les ramasse au fur et à mesure, il y en a d'autres qui arrivent. Donc ça serait bien qu'on puisse avoir un village un peu voilà, dégagé de tous ces déchets qui sont jetés souvent par des gens en voiture. Donc nous comptons sur vous. Puis
faudra peut-être aussi un travail global aussi avec les commissions propreté, embellissement. Oui, voilà, exactement. Parce que alors, je ne sais pas si j'y suis plus attentive qu'avant ou si. Mais alors, il n'y a pas une recrudescence de crottes de chien à Noyaret, là, mais c'est pas possible. Bah, les gens qui sont propriétaires d'animaux sont responsables de leurs animaux et à eux de prendre leurs précautions pour ne pas souiller les rues. Et un travail à faire. Voilà, donc ils peuvent prendre aussi un petit sachet avec eux et ramasser les déjections de leurs chiens. Hein. Parce qu'on peut mettre les sacs, ouais. Mais en fait c'est la société qui paye pour les personnes qui ont des animaux. Donc il y a aussi, voilà, pourquoi après tout on va payer des sacs pour les gens qui ont des chiens, quoi. Donc c'est une réflexion et puis peut-être remettre quelques petites poubelles de temps en temps sur des chemins, mais voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Peut-être toujours sur le centre-village. Finalement, l'action en justice que vous aviez initiée, elle en est où? Eh ben, c'est en cours. C'est dans les tuyaux du tribunal. On n'a pas encore de date de jugement. Alors là, DGS nous a trouvé une solution. Alors, en fait, il y a deux solutions possibles et il faut effectivement que tout le monde soit d'accord. Il y en a une, c'est bon, bah là, on arrête, on abandonne et dans une semaine, on refait un conseil municipal pour tirer au sort uniquement pour tirer au sort les 3 noms, ou alors, sachant qu'il y a 1644 électeurs, on fait le choix de tirer 3 numéros ce soir. Donc Jean-Baptiste est en train de regarder pour voilà, tirer ces 3 numéros au sort. Et une fois qu'on a les 3 numéros, on les associe à la liste. Mais c'est ça? J'ai dit une bêtise? Voilà. Et du coup, dès demain, Jean-Baptiste sera en mesure de nous donner le nom des personnes. Donc, est-ce que cette solution qui permet de ne pas rester là toute la nuit, vous en êtes d'accord? Ou est-ce que vous préférez rester là toute la nuit et moi je vous trouve d'autres sujets? Je mettrai sur... Ouais. Alors, je vais le dire autrement. Est-ce qu'il y a des personnes qui ne souhaitent pas cette solution des numéros? Qu'elles lèvent la main. Non. Ok. J'ai envie de rentrer. Donc, ok. Donc, on va donc... c'est des numéros que nous allons tirer au sort. On remarque le petit bleu, blanc, rouge des lumières. Bravo, il y en a eu qui ont une formation à la régie, à ce que je vois. Hein. Ah, ça y est. Roulement de tambour. Alors, moi, je suis myope, hein, je vois rien. Et vous me confirmez que ça vous va, que Jean-Baptiste, notre DGS, donne les noms demain? Vous me confirmez? On confirme? Très bien. Donc on peut terminer ce conseil municipal et maintenant, si ça vous convient, de laisser la parole au public avec quelques questions. Oui, Jean-Pierre. Un petit micro pour Jean-Pierre. Il marche? J'ai 3 questions. Une qui demande une réponse rapide. Je voulais savoir si la réunion qui était prévue pour le lotissement L'Argentier, qui devait être reportée, s'il y a une date de report. Lotissement L'Argentier... C'est terrain haut, c'est ce qu'on appelle. Voilà, c'est Safilaf, je l'appelle Safilaf celui-ci. Alors, je crois que aujourd'hui, vous avez eu une date qui est le réunion publique.
parce que on les avait relancés, parce que pour la petite histoire, pendant que Nathalie nous confirme la date, pour la petite histoire, il y avait donc une réunion publique qui était fixée, et puis le chef de projet a eu un souci de santé, et c'est vrai que le responsable de sa FILAF ne souhaitait pas que cette réunion ait lieu sans lui. Donc, ok, hein, on est humain quand même, hein, on comprend. Donc on les a quand même relancés là pour pas que ça traîne trop. Et donc la réunion serait le 30 juin. Ah, c'est une proposition. Ah, c'est pas... Ah, ok, d'accord. Bon, ben non, c'est pas... Tu vois, je suis parée trop vite. Oui. Ok. Très bien. Donc elle est bien reportée. Une deuxième question concernant le projet de Prestalp et M. Gorius. J'ai eu des réponses de la part de la mairie concernant cette question, mais ça serait peut-être bien de pouvoir informer ou donner une position sur l'évolution de ce projet, à savoir la mise en place par la société Prestalp de mariage à partir de juillet 2022 dans le parc de Clairefontaine, un projet qui est différent du projet initial qui avait été proposé par M. Gorius. Donc si vous avez la possibilité d'en dire quelque chose. Moi je vais commencer, puis Nathalie et Sophie, vous compléterez, c'est vous celle qui gère bien le dossier au niveau technique. Hein. Et ceci, c'est pour l'ensemble des citoyens, puisque moi je suis informé. Moi, je vais parler de ma place de police du maire, essentiellement, puisque pour refaire la petite histoire, c'est qu'effectivement, pour que tout le monde soit bien câblé, parce que tout le monde n'est peut-être pas au courant, l'ancien château Bénilan a été racheté il y a combien de temps maintenant? 3 ans, non? À peu près? Juillet 2019. Juillet 2019. Il a été racheté par une société d'événementiel. Et c'est vrai que, pour le coup, avoir une société d'événementiel, ça peut être très intéressant quand c'est pas à côté des habitations, mais c'est peut-être pas une très bonne idée à côté des habitations. Quoi qu'il en soit, donc l'événementiel, ça fait du bruit. Ce que j'en ai compris, c'est qu'à l'époque, la personne s'était engagée effectivement à ce qu'il n'y ait pas de mariage, que ça ne soit pas les week-ends. Enfin, il y avait toute une série comme ça d'engagements qui apparemment se questionnent aujourd'hui. Alors, ce qu'il faut savoir au niveau mairie, c'est que nous, on peut intervenir à partir du moment où ça existe. Ça, c'est le droit français, j'ai envie de dire. Hein. C'est tant que tu n'as pas tué quelqu'un, tu es présumé innocent. Enfin, en tout cas, tu n'as rien fait. Donc, c'est un petit peu comme ça aussi hein, en droit urbaniste. Pour l'instant, il n'y a rien. Mais il y a des choses dans les tuyaux et on est super vigilant. Et au niveau police du maire, moi, je sais que je me suis renseignée sur ce que je pouvais faire. Pas grand-chose quand même, hein, globalement. Si ce n'est, effectivement, comme tout le monde, appeler les gendarmes. Mais je vais passer la parole à Sophie, peut-être, pour que tu complètes toi au niveau plus technique. Bonsoir. Ah, c'est bien, ça marche du premier coup. Alors, aujourd'hui, on n'a pas d'autorisation droit du sol de déposer pour demander, du coup, l'organisation d'événements festifs. C'est en cours, apparemment ils veulent déposer un permis, mais ça reste des hypothèses puisqu'on n'a pas le dossier déposé de façon officielle. Donc on les a rencontrés à plusieurs reprises et lors de la dernière réunion, on a par contre d'ores et déjà demandé l'étude acoustique qui est obligatoire hein, dans un deuxième temps, mais nous on a demandé de l'avoir en amont pour effectivement bien vérifier les choses par rapport à cette problématique de bruit. Il y a également une problématique du nombre de places de stationnement. Enfin voilà, on est vraiment pour l'instant en échange avec eux pour essayer qu'ils travaillent de leur côté un projet à nous présenter municipalité
et qui, dans un deuxième temps, sera bien évidemment présenté à toute la population lors d'une réunion publique qui sera organisée. Et on leur a bien précisé, puisque nous, on préfère travailler comme ça, que ce soit fait en amont du dépôt du dossier de permis et pas après. Voilà, pour qu'effectivement, il puisse y avoir des échanges avec la population et qu'on puisse, en tout cas, qu'eux puissent répondre à des doléances s'ils le peuvent, en fait, tout simplement. Est-ce que ça répond, du coup, aux questions, Jean-Pierre? C'est déjà les réponses qui m'ont été faites. Mais c'est vrai que aujourd'hui, Prestalp met sur son site Facebook la publicité pour ce lieu, pour organiser des mariages. Sur le site mariage.net, il y a la publicité, il y a le nombre d'invités possibles, il est marqué qu'ils pourront faire du bruit jusqu'à 4 h du matin, qu'ils pourront danser sur la terrasse, que l'endroit est charmant. Donc j'ai même appelé le château de Chaulnes, qui est son concurrent direct, qui m'a affirmé qu'effectivement, à partir du 1er juillet 2022, il y a des mariages qui seraient organisés et qu'il y aurait une grande verrière qui serait construite pour cela. Donc aujourd'hui, tout le monde est au courant, et mes voisins qui sont allés rencontrer M. Gorius, ou plutôt son épouse, ont eu la confirmation qu'ils n'avaient aucun doute sur la mise en place de ce projet-là, et qu'ils se moquaient bien du bruit que ça pouvait faire, puisque de toute façon, ils allaient s'en aller déménager à partir de juillet l'année prochaine. Donc aujourd'hui, ce n'est pas un projet hypothétique, c'est une réalité, et je pense qu'en préventif, on peut agir. Sinon, on sera obligé d'agir à partir de juillet l'année prochaine avec toutes les ressources qui nous restera. Alors, j'entends complètement ce que tu dis, Jean-Pierre. La grosse difficulté, c'est que en fait, là, c'est de la publicité privée. En fait, ça reste des sites internet et de la publicité privée. Nous, municipalité, on ne peut pas intervenir en fait sur du privé comme ça. Après, pour l'instant, on est vraiment sur un échange avec eux pour justement que ce soit un projet qui soit le plus respectueux possible, voire même qui n'ait pas lieu, puisque on n'a pas... Oui, parce que respectueux ou pas, jusqu'à présent, il mettait capacité 450 personnes. Depuis 2 mois, il a modifié, il met 120 personnes. Mais la musique sera la même. Qu'il y ait 120 personnes ou 400 personnes, la musique sera aussi forte. Et nous qui habitons le lotissement à côté, sommes bien placés pour savoir, parce que depuis 30 ans, on n'a eu qu'à se plaindre des mariages qui étaient organisés par la famille Bénian et de toutes les fêtes que leurs enfants faisaient tous les étés, qui nous empêchaient de dormir. Donc on imagine bien que tous les week-ends, il en sera de même si on a des mariages tous les week-ends. Et c'est bien dans ce sens-là qu'on a demandé du coup l'étude acoustique en amont et que du coup on attend qu'ils doivent... En tout cas, ils se sont engagés à la faire en amont du dépôt du permis, alors que s'ils le souhaitent, ils ne sont pas obligés de la faire en amont. L'obligation légale, elle intervient... oui, ils ont obligation légale de déposer leur demande un mois avant de commencer la mise en place de leur mariage. Voilà, mais en tout cas, pour l'instant... On sait bien que s'ils attendent un mois avant, leurs réservations de mariage seront complètes pendant des années, vu que pendant 1 an, on n'a pas pu faire de mariage à cause du Covid, et qu'ils ne vont pas aller annuler tous les mariages qu'ils ont sur leur réservation. En tout cas, pour l'instant, on en est au stade de l'échange, et effectivement, comme Cyril a pu répondre lors des questionnements par mail, dès que le projet, en tout cas qu'ils nous auront présenté quelque chose, nous, on organisera une réunion publique et bien évidemment que tu seras au courant au même titre que les autres riverains en fait. Mais pour l'instant, on est au stade de la discussion. Il n'y a pas d'autorisation droit du sol de déposer. Donc, et quand bien même ça serait en cours d'instruction, donc on ne peut pas en échanger, c'est interdit. Quand les dossiers sont en cours d'instruction, tant qu'il n'y a pas une décision de prise, on n'a pas le droit de le faire. Et du coup, pour l'instant, c'est vraiment au stade de l'échange, Jean-Pierre. Et quand le projet aura avancé, il y aura une réunion publique qui sera organisée et où ils pourront présenter un projet. Mais pour l'instant,
On n'a pas d'autres informations, si ce n'est effectivement des informations d'un site internet qui existe. Voilà, nous, on essaye de notre côté d'essayer de faire avancer les choses dans le bon sens et effectivement à juste titre, comme tu viens de le dire. Au départ, ils annonçaient 450, voilà, mais sans tenir compte en fait des possibilités de stationnement sur la parcelle. Voilà, les choses. La circulation sur le quartier, qui serait impossible. Oui, mais voilà. Et du coup, pour l'instant, c'est en cours d'échange et sois rassuré que vraiment, et Nelly l'a dit, on est vraiment sur une très grande vigilance sur ce dossier-là. Et voilà. Donc, je comprends bien que vous soyez en souci. D'ailleurs, nombreux élus qui habitent à moins de 300 mètres du château seront concernés si ça aboutit. Oui, voilà, c'est ça. Mais il faut bien se dire qu'aujourd'hui, la loi, c'est la mairie, enfin, c'est le maire qui doit la faire appliquer. Et il y a toute l'attitude de faire appliquer quelque chose par rapport aux nuisances de musique amplifiée. Bien sûr. Donc je suppose qu'il y aura des nuisances de musique amplifiée et que c'est là-dessus qu'il faut agir. Mais bien évidemment, et du coup, je crois que Nelly, là-dessus, tu as répondu sur ton titre de police du maire. Tout à fait. Et moi, je vais te dire, comme dit Sophie, on est hyper vigilant sur ce dossier parce que c'est typiquement ce genre de dossier qu'il faut arriver à anticiper un maximum et à bien exposer les contraintes et la réalité pour justement que ça ne dévie pas. Après, sincèrement, moi, je pense que sur la question de la musique, pour avoir discuté avec, dans le cadre d'une formation police du maire, avec une dame qui travaille dans l'événementiel, il y a des outils qui sont intéressants, qui existent, hein, qui coupent quand il y a des décibels un peu trop hauts. Moi, j'aurais tendance à voir comment on peut gérer le monde aussi. Parce que si tu as 120 personnes en train de rigoler ou parler, c'est comme si tu as une sono. C'est normal, c'est un jour de mariage, c'est normal que les gens s'amusent et qu'ils en profitent. Voilà. Mais c'est pas la peine que ce jour-là, tous les voisins viennent porter plainte, puisque nous, on sait comment ça s'est passé depuis 30 ans. Nous, on a un parc à côté de chez nous où il y a un effet donc, lié au bâtiment et aux arbres autour qui fait une réverbération de la musique. Et on entend la musique chez nous plus fort que ce qu'ils peuvent l'entendre eux, là où ils la produisent. Il y a une caisse de résonance avec le parc. Ouais. Donc l'étude acoustique était nécessaire. D'ailleurs, M. Gorius s'était engagé en 2019 à la faire. On attend toujours. Il m'avait dit, de toute façon, je vous convierai le jour où je ferai cette étude-là. Pas de nouvelles. Ouais. Si tu as fini, Jean-Pierre, je vois qu'il y a Annie qui veut poser une question. Petit nettoyage du micro. Patrick, tu as ton micro. Oui, bonsoir. Je voudrais poser une petite question à Didier et à Patrick. On a eu une petite incompréhension la semaine dernière quand nous avons fait la réunion à la mairie. C'est à propos de la fête du village. Donc Didier et Patrick souhaitaient que la fête du village revienne comme par le passé, qu'on la fasse en septembre. Et le 3e dimanche de septembre. Donc, moi j'avais dit, ok, je veux bien relancer cette fête du village. Bon, cette année, ça va être un peu plus difficile parce que après 2 ans d'interruption, c'est pas évident. Il nous reste peu de temps. Et je vous ai fait un petit courrier en vous demandant si on pouvait la faire cette année, exceptionnellement, le 12 à la place du 19. Pourquoi? Parce que nous sommes peu au comité des fêtes, nous sommes une dizaine. Malheureusement, sur les 10, j'ai 3 hommes qui ne sont pas en état de nous donner un coup de main. Et j'ai 2 personnes qui seront absentes le 19. Donc, je pense que pour cette année, si vous voulez qu'on la fasse le 12 ou le 19, ça ne change pas grand-chose. Donc, je vous demandais l'autorisation de la faire le 12. Si ce n'est pas bon, le 19, je ne pourrais pas m'engager parce que à 3 ou 4 femmes, ce ne sera pas possible. Donc moi, je veux bien la faire, mais le 12 pour cette année. Puis on verra l'année prochaine après. Non, moi, je vais juste répondre sans polémiquer, mais que nous t'avions convié à une réunion jeudi dernier, ainsi que tous les membres du comité des fêtes.
J'ai pas eu de courrier du tout là-dessus. Hein. Vous m'avez dit verbalement, quand on est allé à la réunion, que vous alliez faire... Je ne vais pas sortir mon courrier, mais sur... Ah, moi, j'ai pas de courrier, je t'assure. Hein. On a envoyé un mail. C'est pas un courrier. C'est un mail? Oui, mais j'ai pas eu de mail. Ah bah, moi, je l'ai envoyé. J'ai pas compris. Je te l'ai répondu d'ailleurs le 31 mai à 10h18. Oui, mais moi, le 31, c'est trop tard. Il faut que je prenne des engagements. Si c'est pour le 12 septembre, après on arrive en juillet, août, c'est les vacances. C'était pour que tu sois présente à la réunion que je t'ai envoyé ce mail. Et après, tu dis que tu n'as pas l'information, que tu n'es pas invité. Non, j'ai pas reçu de mail. Tu m'as dit, quand on s'est vu à la mairie, tu m'as dit, on fait une réunion jeudi, on en parlera jeudi. C'est tout ce que j'ai eu. Et je dis, moi, j'y suis pas allée. Tu étais convié à cette réunion, donc je ne savais pas si j'étais convié ou pas. Je t'ai envoyé une invitation par mail, ainsi qu'à toutes les personnes qui étaient présentes à cette réunion. Donc effectivement, cette réunion, c'était la mise en place de la commission Vie du village. Et la vie du village, effectivement, il y a beaucoup de choses qui se passent sur le village, et un des buts de cette réunion, c'était de réfléchir aux animations, effectivement, qui concernent tous les habitants. Et la fête du village en fait partie. Mais la fête du village, ce n'est pas la fête du comité des fêtes, c'est la fête des habitants de Noyaret. C'était la fête du comité des fêtes, parce que je l'ai toujours fait pour le compte de la mairie. Bien sûr. C'est toujours ce que j'ai dit. Donc, si tu veux, lors de cette réunion, on a commencé à réfléchir à comment on pourrait faire pour associer le maximum de Nucérétains à cette fête. Donc, tu avais fait des propositions à Patrick et à moi-même concernant cette fête. Nous les avons entendues. Mais nous, on souhaitait élargir un petit peu ces propositions. Donc, c'est pour ça que nous t'avions convié. Et la prochaine réunion où on va parler aussi de ça sera le 1er juillet. Oui, mais bon, faites la réunion le 1er juillet, mais moi, je ne m'engagerai pas à ce moment-là, parce qu'il me reste peu de temps et j'ai des engagements à prendre pour le 12 ou le 19. Le 19, vous la ferez sans moi à ce moment-là. Hein. Oui, mais le but, c'était... Peut-être, mais le but, c'était aussi de voir ce qu'on peut faire, et c'est pas forcément que toi, Annie. C'est ça que je voulais dire. Alors, mais pourquoi vous tenez absolument à la faire le 19 ? Alors, peut-être que je peux compléter, peut-être que si je peux compléter quand même pour comprendre bien ce qui est en train de se dire, c'est que pendant longtemps, si je comprends bien, le comité des fêtes avait organisé la fête du village pendant de nombreuses années. Alors, non, si on remonte très loin, c'est pas le comité des fêtes qui organisait les fêtes du village, c'est effectivement les habitants de Noyaret qui se réunissaient et qui faisaient des chars. Et puis, à un moment donné, non, complète Jean-Claude. Il y avait le comité des fêtes qui organisait, qui faisait les chars avec les habitants du village. Ça marche ce micro? Merci. Donc j'ai mis, avec Noël Chénis, on a mis au goût du jour cette fête du village. Et au début, ça a même commencé, c'était même pas avec le comité des fêtes parce qu'il dépendait de la mairie ou quelque chose comme ça. C'était l'ASCN. Alors vous voyez, c'est vieux, hein, c'est pas nouveau. Hein. Donc on avait mis ça. Vous parliez tout à l'heure des dates, je vais vous donner des précisions sur les dates. On avait choisi les dates parce que... Non, j'avais mis... On avait choisi les dates parce qu'il existait, il y a très longtemps, une foire à Noyaret qui se passait le 3 septembre. Donc c'est pour ça qu'on avait mis la fête du village au mois de septembre. Et moi je l'avais mis, histoire de rigoler, je disais ça aux gens, on fait la fête du village après la Beaucroissant, parce qu'on ne veut pas faire de la concurrence à la Beaucroissant. Donc c'est pour ça que c'était le 3e week-end, quelque chose comme ça. Donc c'est de là que c'est parti un peu de la fête du village proprement dit, et c'est là que après il y a eu beaucoup c'est vrai qu'on a eu, j'avais une bonne équipe à cette époque-là avec moi, je suis resté quand même plus de 8 ans au comité des fêtes, j'avais une très bonne équipe qui était avec moi, et chacun avait son poste, il y en a qui s'occupaient des chars, à trouver des chars, on faisait décorer par les habitants des chars ou des trucs comme ça, et après... J'avais réfléchi un peu, parce que
où je travaillais, quand je demandais à des gens est-ce que vous connaissez Neuillarret, on ne connaît pas Neuillarret. Ah bon? Et j'ai dit il faut trouver une idée de faire venir les gens de Grenoble à Neuillarret. J'avais pensé au tiercé de chèvres. On est allé faire un tour à Outran avec Noël. On a dit oh non, non, ils tirent les chèvres, c'est pas bon. Et après, on est parti sur le tiercé d'âne. Et c'est comme ça que le tiercé d'âne est venu. Et c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de monde à cette époque-là. Rien que pour le tiercé d'âne. Je me souviens, quand j'étais sur le podium, je voyais dès que les jeunes se déplaçaient, les gens se déplaçaient avec. Donc voilà un peu l'histoire de la fête du village. Après, ça a peut-être été plus difficile parce qu'il y avait moins de monde qui voulait participer ou quelque chose comme ça. Mais on essayait, on donnait d'ailleurs une subvention à chaque quartier ou groupe des enfants des écoles ou ça qui faisait des chars. Voilà. Merci Jean-Claude. Et du coup, pour resituer, je te remercie de ce message, parce qu'en fait, ce que tu es en train de nous dire là, c'est que c'était un état d'esprit, c'était quelque chose, une volonté de partage et de lien. Cette fête du village, c'est ça qui nous intéresse, c'est effectivement de remettre le lien au cœur de nos fonctionnements. Et la crise pandémie, Covid horrible qu'on a traversée va nous laisser des séquelles pendant longtemps. Donc la date a été choisie pour rappeler quelque chose de l'histoire et c'est très intéressant. Mais effectivement, cette fête, c'est le partage des assos, des habitants, de la municipalité et des assos dont le comité des fêtes. C'est-à-dire que quand tu dis il faut que je m'organise, j'ai envie de te rassurer, Annie, tu vas faire partie d'une équipe. Tu vas faire partie de tout un groupe. Et si tu loupes une réunion ou deux, c'est pas grave. On te fera des liens et tu pourras raccrocher les wagons. Il n'y a aucun souci. L'idée, c'est justement de fédérer. Fédérer, il y a déjà un petit noyau d'une dizaine d'habitants qui s'est présenté pour faire vivre la commission animation. On va aussi mobiliser au niveau associatif et voilà, donc tu rattraperas la prochaine réunion. Didier et Patrick te renverront le mail, mais n'ayez pas d'inquiétude, c'est pas le comité des fêtes qui va porter la fête du village, bien sûr que non, heureusement, ce serait maltraitant une chose pareille. Donc vous faites partie d'une équipe et il y aura vraiment un partenariat sur cette fête du village. La date reste au 19, c'est le 19, c'est ça? C'est-à-dire on en a discuté lors de la dernière réunion, d'où l'importance que tu sois là. Et je t'avais même demandé, mais quelles sont les raisons que tu veux l'avancer au 12? Tu ne me les as pas données. Maintenant je les connais puisque tu m'as dit que tu avais des gens d'absents. Tu m'entends pas? C'est un problème. Les autres m'entendent? Oui, oui. Bon. Fasse le 12, parce oui, que je ne pensais pas que vous alliez mettre en route tout de suite votre système, parce que le 12, moi, j'avais pas suffisamment de monde pour faire ce que je voulais faire. Oui, mais rappelle-toi... Mais du coup, maintenant, on est nombreux, ça va fonctionner. Annie, on s'est réunis, je voudrais bien répondre je souhaiterais répondre à ton interrogation, de façon que les choses soient bien claires. Lorsqu'on s'est réunis avec Jean-Baptiste, Didier, moi et toi, on t'a donné des précisions lors de cette réunion. On t'a dit qu'on allait en parler tous en groupe. Nous, on n'est pas là pour imposer quoi que ce soit et à qui que ce soit. On est là pour qu'on en parle entre nous. Et lorsque nous en avons parlé à cette réunion que tu n'es pas venu, en effet, les gens sont convenus que la date de la fête du village, c'était le 3e week-end de septembre. Et qu'il était bien de pouvoir repartir dessus. Et qu'en effet, que le 12, il y avait la Beaucroissant. Donc, c'était problématique, comme le dit... si bien Jean-Claude, on ne va pas faire de la concurrence à la Beaucroissant quand même. Voilà, il y a cette problématique, donc tout ça, il faut qu'on en discute. De toute façon, c'est pas et puis qu'on tombe d'accord entre nous. Beaucroissant, Et qui plus est, cette nouvelle fête du village, je ne sais pas comment l'appeler, après Covid, qu'on va dire, le souhait, c'est là pour cette année, c'est de faire quelque chose de convivial, en espérant qu'il y ait un maximum d'habitants qui nous rejoignent. On en a déjà parlé ensemble. Mais ça va être un truc simple, parce qu'on n'a pas, en effet, assez d'antériorité pour faire quelque chose de compliqué. C'est à partir de 2022 qu'on pourra vraiment mettre quelque chose en place. Voilà.
Alors, par contre, vous allez vous revoir hein, pour bien caler les choses. Ouais. Alors, à moins qu'il y ait vraiment une autre question, je viens d'être rappelé à l'ordre. Je vous rappelle qu'il y a un couvre-feu à 21h. Il est moins quart passé. Donc, je ne veux pas que vous soyez frustrés. Hein, parce qu'il y a une autre question qui pourrait... Jean-Jacques, en respectant le couvre-feu. Hein. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Simplement une question. Il y a eu des quiproquos concernant le marché des plantes, là, les fleurs, hein, le dimanche. Lorsque je suis arrivé, je me suis fait accoster par certaines personnes en disant « Ouais, comment ça se fait? On n'a pas de buvette et la clé des champs fait une buvette. » Alors j'ai dit « Tiens, ouais, ils n'ont pas le droit, etc. etc. » Je dis « Ah bon ?» D'un seul coup, je vois les gendarmes. Je dis « Tiens, ils ont appelé la gendarmerie ou est-ce qu'ils sont passés là par hasard ?» Et finalement, les gendarmes, ils n'ont même pas intervenu. Donc je me suis dit, donc, ils avaient le droit de faire la buvette. Je ne comprenais plus rien là. Surtout que j'ai été interpellé, quoi. On m'a posé des questions. En me disant pourquoi eux, ils ont le droit et nous, nous n'avons pas le droit. Voilà. Alors pourquoi, je reviens à une histoire de buvette, hein. Pourquoi la buvette de gymnase? Non, non, c'est la buvette sur la place du village. Pourquoi la clé des champs a eu le droit et le comité des fêtes n'a pas pu avoir droit? Voilà, simplement. Et là, alors, il y a un article du... Attends, Patrick, je fais une blague. il y a un journaliste du Dauphiné, il va retenir de la soirée, les Luxérétains tiennent à leur buvette. Non, mais la réponse est relativement simple. D'abord, la clé des champs, ce sont des professionnels. Il ne s'agirait pas d'une ouverture de buvette. Il s'agissait d'une vente à emporter pour boissons et nourriture, puisqu'ils ont fait une paella, pour être précis. Ça a remporté un certain succès, si je ne me trompe pas. Délicieux. Et les gens qui ont aidé, en effet, il s'agissait des gens qui faisaient partie du club de foot, mais qui n'avaient strictement rien à voir, ils sont venus pour aider bénévolement. Il ne s'agissait pas du tout d'une buvette de foot, comme je l'ai entendu, voilà, pour être clair. Oh. Bien sûr. Bien sûr, Bénédicte. Donc je connais un peu les lois. Normalement, malgré que les gendarmes ont accepté, ils étaient hors la loi, car tu n'as pas le droit de vendre de l'alcool ou sur la voie publique quand tu as des regroupements comme ça. Ça, c'est la loi. Mais après, les gendarmes ont accepté... Non, la vente est interdite de 18h à 6h du matin. Alors, attends. Si tu veux que je te les sorte, la loi, je vais te la sortir, il n'y a pas de souci. Mais après, il n'y a aucun problème. Je suis contente que la clé des champs ait pu travailler tout ça. C'est très bien pour eux, il n'y a aucun souci. Mais la loi veut que même si c'est des restaurateurs, il y a des lois, voilà, et il faut respecter les lois, c'est tout. Comme on nous le dit souvent, donc il n'y a pas de problème. En tout cas, il était très important que nous puissions aussi, par des gestes simples, soutenir les commerçants de notre village. Et ça leur a vraiment redonné du baume au cœur, ça leur a fait vraiment beaucoup de bien. Et les gens qui ont pu partager un moment aussi, c'était quelque chose de très positif. Et je te rejoins tout à fait, Bénédicte, il y a des cadres et des lois, et évidemment qu'elles étaient respectées ce jour-là, mais je crois qu'il est vraiment, vraiment important que nous puissions aussi avoir notre liberté de réfléchir de façon constructive et bienveillante, et ça nous manque, la buvette. Mais ce que je peux dire pour terminer sur ce sujet, c'est qu'on a eu plus de compliments que de critiques. Oh oui. Donc restons positifs. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée. Vous avez 10 minutes pour rentrer chez vous.